Merci. Nous remercions tout d'abord les organisateurs de cette belle journée et en particulier Georges qui a été son grand maître d'œuvre. Alors nous allons commencer finalement en exposant peut-être notre rapport aux archives. Je suis historien de formation et j'ai fait mes premières armes en tant que chercheur, jeune chercheur, dans une petite bibliothèque municipale à Carpentras et la bibliothèque Inguimbertine, qui est l'une des plus anciennes bibliothèques publiques en France. Et j'ai au début travaillé sur des fonds privés, le fonds Raspail. J'ai fait une thèse sur ce républicain, François-Vincent Raspail. Mais bon, j'ai vu aussi d'autres fonds, bien sûr, aux Archives nationales, aux Archives de Paris. Et actuellement, je travaille bien sur un document d'archives un peu particulier. On appelle ça même un recueil, c'est la collection des almanachs à la BNF, puisque je suis actuellement chercheur associé à la BNF et je travaille directement dans les magasins sur ce continent de papier. Donc, pour dire que je ne viens pas de l'histoire mais de la science politique et plus précisément de la sociologie politique et que peu à peu, tout au long de mon parcours doctoral ou mes premières années de thèse, je me suis rapproché d'un courant au sein de la science politique et la sociologie historique du politique et qui justement vise à intégrer aux méthodes d'enquête de la sociologie que sont classiquement l'entretien et l'observation, le travail sur archives. Et j'ai découvert mon goût pour l'archive au point finalement de n'écrire une thèse de science politique qui est quasi exclusivement fondée que sur des sources archivistiques. J'ai travaillé sur les rites d'état civil à partir de fonds trouvés dans des archives municipales, archives départementales, archives nationales, et maintenant je travaille sur une cérémonie d'accès à la majorité civile dans l'Allemagne des années 50. Et donc j'ai parcouru avec grand bonheur il y a encore un mois différentes archives municipales et fédérées, enfin des États des Länder que j'ai visités il y a encore quelques semaines en Allemagne. Voilà. Alors la numérisation, la photographie, les délais de plus en plus courts des séjours aux archives ont changé profondément le lien, le contact et on peut même dire le toucher que tout lecteur entretient avec les documents d'archives. Le vocabulaire se fait le reflet de ces changements et il suffit de penser à des verbes tels que communiquer, publier, numériser, dépouiller, dont l'usage immodéré et parfois irréfléchi se développe dans le langage courant pour s'en convaincre. Alors au moment où la révolution numérique bouleverse la pratique du travail sur archives, il nous a paru opportun en tout cas de s'interroger sur les lexiques des archives que les lecteurs et archivistes emploient. Sans chercher à l'exhaustivité, nous désirons appréhender cette problématique des mots et de leur définition en nous intéressant à la fois au texte et aux gestes des praticiens. Alors notre intervention comportera deux parties. Tout d'abord, Antoine traitera dans une première partie s'occupera d'une partie intitulée au nom de la loi, le vocabulaire des archives dans le droit français. Et ensuite, je m'occuperai d'une partie qui a pour titre les mots et les gestes de l'historien, le vocabulaire du chercheur. Alors du coup, on en vient à la première partie qui, à la base, devait s'intituler le vocabulaire des archives dans le droit français et du côté des archivistes. Et en dépit de l'amitié et de l'extrême bienveillance de Georges, j'ai préféré me concentrer sur le discours des juristes et ne pas prétendre parler au nom des archivistes, quand bien même ce qu'on va voir du côté des juristes, évidemment, les rédacteurs de la loi de 79 sont des archivistes et qu'il y a évidemment des passerelles étroites entre ce vocabulaire des juristes et celui des archivistes. L'idée dans cette première partie, c'est de revenir sur trois grandes idées qui sont connues de vous très probablement, à la fois l'idée que le droit français adopte une définition très large des archives, pas tout de suite, une définition très large il va me spoiler mon propos. Du coup,
donc une définition très large des archives, et puis aussi le fait qu'on a un lexique des archives du côté du droit qui est à la fois polysémique et puis aussi qui comprend nombre de synonymes. Et l'idée, c'est de retravailler, réexplorer ces trois idées à partir en fait des travaux préparatoires de la loi sur les archives de 1979 que je me suis amusé à aller consulter pour justement essayer d'approfondir cette question. Venons-en donc à la définition des archives. Il faut attendre 1979 pour que le droit français s'attache à définir cette notion d'archive. Et la définition qu'il en donne, c'est du coup, merci, dans l'article 1er, il explique que les archives, c'est l'ensemble de documents. Et donc c'est finalement la notion de document qui apparaît au cœur de cette définition des archives qui est donnée par le droit français, qui fera ses preuves tout au long des décennies, puisque finalement elle a très peu bougé depuis 1979, hormis quelques ajouts, pas des moindres, très récemment avec la notion de données qui est ajoutée, mais hormis tout cela, cette définition est restée relativement inchangée. Ce qui est intéressant, donc une définition qui fait preuve d'une longévité, définition qui a été reprise et pour cause par les archivistes, et il suffit d'aller sur les glossaires qui sont proposés par nombre de sites, notamment d'archives départementales. Je prends deux exemples, la Vienne, le Var, pour voir que ces glossaires proposent comme définition des archives, en fait, cette définition légale des archives. Pour autant, le droit français définit les archives comme un ensemble de documents, mais en fait, ce n'est finalement guère que déplacer la question de la définition à celle du document. Et certes, définir les archives comme des documents est une première étape, mais pour autant, le droit français ne définit pas complètement, ou voire pas du tout, ce qu'est le document. Alors, il y a un point qui est intéressant, il n'y a pas de définition de document, et quand on se plonge dans les travaux préparatoires de la loi de 79, pour rappel, ce sont des travaux préparatoires qui vont parcourir toutes les années 70, à partir de 72 jusqu'en 79, ce qu'on voit déjà, c'est que finalement, dans l'état d'esprit de nombre des rédacteurs de cette loi, c'est qu'il n'y a pas besoin de définir le document, ça va de soi. J'en veux pour preuve deux citations de Jean Favier, qui est interrogé à propos de polémiques justement sur cette définition qui réduit les archives aux documents, qui se contente de dire que les archives sont des documents, et qui finalement balaye limite d'un revers de manche cette question et ces polémiques en disant que, je ne vais pas lire toutes les citations, mais voilà 3 siècles qu'on parle de documents d'archives, il me paraît difficile de revenir sur cet usage. L'autre citation dit, il suffit, c'est l'usage courant et il y a quelque chose qui va de soi. Pourtant, ça ne va pas de soi parce que quand on regarde les travaux préparatoires, il y a par exemple, pour n'en citer que deux polémiques par rapport à cet article 1. La première polémique, elle vient du côté de la direction de l'architecture, au sein même du même ministère, du même secrétariat d'État, avec cette idée que, mais attention, la définition qui est proposée, est-ce que finalement les monuments historiques et les œuvres d'art, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de glissement et qu'ils soient saisis également par cet article 1 notamment, on a par exemple au niveau donc de la direction de l'architecture, une note qui est adressée à Jean Favier en juillet 1978 et qui dit qu'un objet d'art peut témoigner d'un goût, d'une civilisation... je cite en fait la réponse de Jean Favier qui du coup s'offusque de cette polémique en disant que non, un objet d'art n'est pas un document et que du coup le document se distingue de l'objet d'art en ce sens que l'objet d'art peut témoigner d'un goût, d'une civilisation ou d'un moment de l'histoire, mais il ne constitue en rien un document puisque n'ayant aucune valeur de preuve juridique. L'autre polémique, c'est du côté de la direction du livre. La direction du livre, justement, une note est adressée au conseiller technique du ministre en mai de la même année, qui signale que les inspecteurs généraux des bibliothèques s'inquiètent de cet article 1 qui est en discussion, et ils estiment, je cite, que la définition qui est donnée des archives dans l'article 1 du projet est telle qu'elle englobe les bibliothèques et ouvre la porte à des conflits d'attribution entre les responsables des archives et ceux des bibliothèques. Et elle prend un exemple, le cas d'une gravure que Picasso aurait par exemple donnée à la Bibliothèque nationale. Est-ce que du coup cette gravure relève de l'article 1 ou non? Et Jean Favier de nouveau balaye cela en disant que jamais, alors pour le premier point, jamais un livre n'a été un document. Citation. Et puis, à propos de la gravure, il conteste, il me paraît que ce sont des œuvres d'art et je ne vois pas en quoi ces gravures seraient des documents. Je me contente, pour ne pas argumenter davantage, de renvoyer tout simplement à la définition du Robert.
Donc voilà au niveau des polémiques qui montrent bien qu'il y a quand même une ambiguïté par rapport à cette notion de document. Et si le législateur ne définit pas le document, il va quand même laisser entrevoir en filigrane qu'est-ce qu'il entend par le document. Le premier élément qui n'aboutira pas dans la loi de 1979, et c'est la diapo suivante, c'est que dans les esquisses du projet de loi, il y a l'idée d'une définition par la négative du document d'archive. Et que le document d'archive n'est pas justement les documents qui ont été recueillis à titre de simple documentation, premier élément, et les documents qui ont été produits pour être envoyés ou remis à des tiers et qui appartiennent à leur destinataire, qui est un article qui a été trappé au fur et à mesure des discussions de la préparation de ce projet de loi. Mais on voit cette définition par la négative qui est le document n'est pas la documentation. Documentation qui est cette nouvelle notion qui apparaît au même moment, à la même époque, etc. Et que Jean Favier et d'autres au sein des Archives de France, justement, cherchent à séparer du document. Néanmoins, même si le législateur dans la loi de 1979 se garde bien de définir ce qu'est le document, en fait, on va trouver par l'exemple des définitions implicites du document. Et il faut en fait aller regarder du côté, par exemple, des décrets d'application ou bien des listes de documents pour l'élimination pour comprendre finalement qu'est-ce qu'il est entendu par document d'archives. Et ce qu'on croit deviner, avec un regard un peu extérieur et un regard en partie biaisé, c'est finalement qu'on a affaire, donc le document, c'est le papier. C'est le papier et il y a une illustration qui est intéressante, glanée également dans les esquisses du projet de loi de 1979, c'est la diapo suivante. C'est un article qui n'a pas été retenu comme tel, qui était de dire, bon, quand il y a quelqu'un qui décède, et donc il y a ses archives, et dans les premiers alinéas, le mot archive est bien employé, et puis l'article se poursuit et finit par dire, lorsque la cession des fonctions de tout fonctionnaire ou magistrat public, etc., a pour cause le décès, les héritiers doivent remettre à l'autorité publique intéressée tous les papiers publics détenus par le défunt, etc. Et c'est très intéressant parce qu'il n'est pas question du tout de papier public dans le restant de l'esquisse et même dans le même article, et là on glisse vers papier public. Et au demeurant, cette notion de papier public, on ne la retrouve pas dans les esquisses de projet de loi, mais on la retrouve en revanche dans les correspondances. Il est souvent question, je vais juste prendre un exemple parmi tant d'autres, une note au directeur de cabinet du ministère des Affaires culturelles en 1972 où il est question du délicat problème des papiers d'État, mis entre guillemets, ou encore des observations d'un inspecteur général sur la 4e esquisse du projet d'archives en 1974, qui parle du fait que les organes administratifs ou judiciaires, je cite, doivent verser leur papier aux archives nationales. Pour autant, il faudrait se garder d'imaginer que finalement le législateur ou les rédacteurs de ce projet de loi ont en tête les archives comme documents égal comme papier. Parce que justement, bien au contraire, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont conscience dans les années 70 que les archives ne peuvent pas se réduire à des documents papier. Et c'est la citation suivante dans le projet d'exposé des motifs de ce projet de loi. Il est précisé que du coup une définition générale des archives est indispensable en tête de la loi car les acceptions courantes de ce mot sont inadéquates, notamment par rapport à celle de documents écrits qui est insuffisante. La définition proposée, donc l'article 1, conforme aux données les plus récentes de la science archivistique internationale, marque nettement que la notion de document d'archive est indépendante de la date, de la forme et du support matériel. Et là, en fait, ce qu'on voit apparaître à travers les correspondances dans les travaux préparatoires, c'est qu'il y a 2, voire 3 types de documents d'archives. Il y a, on le retrouve dans les, même si c'est pas formalisé par le législateur dans des normes de droit, on voit les documents traditionnels, et l'adjectif est souvent employé, comprenez papier, et puis il y a 2 autres types de documents qui reviennent récurremment à cette époque-là, c'est les documents audiovisuels et les documents informatiques. Les guillemets sont souvent d'usage à l'époque. Et en fait, du coup, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a, et c'est la diapo suivante, un malaise tout au long de la rédaction de ce projet de loi sur le fait qu'il faudrait qu'on n'oublie pas ces 2 autres types de documents justement dans le projet de loi. Par exemple, un rapport de 1974 met en garde contre le fait qu'on pourrait se voir reprocher dans une loi d'archives le fait que des points suivants aient été lacunaires, à savoir les archives informatiques et les archives audiovisuelles. Et la solution du coup qui est choisie, et ça explique la rédaction de cet article 1 encore en vigueur aujourd'hui, c'est la diapo suivante, merci beaucoup, c'est le fait de rajouter
quelle que soit leur forme et leur support matériel. Dès 1974, il y a cette idée qu'en rajoutant cela, on va pouvoir inclure tous les types de documents, avec cette phrase savoureuse à la fin qui est « La loi doit durer et l'on peut concevoir dans l'avenir des supports que nous ignorons aujourd'hui ». Et pour preuve, la loi est restée, cette formulation est restée relativement inchangée. Donc pour résumer, une définition large des archives comme documents, mais documents non pas seulement au sens de documents papier. Et puis pour terminer ce premier point sur le vocabulaire juridique des archives, quand on en vient maintenant au lexique des archives, ce qu'on voit c'est qu'il y a un lexique des archives qui s'est développé évidemment tout au long de ces dernières décennies, qui illustre nombre de glossaires qui ont été développés par les services des archives départementales notamment, mais pas seulement, des glossaires qui à la fois également épouse la révolution numérique de ces dernières années. Je ne sais pas si j'ai le droit d'employer le mot de révolution, mais en tout cas l'évolution numérique de ces dernières années avec la mise en ligne de ces glossaires. Des glossaires aussi spécialisés qui vont se focaliser sur certains types d'archives en fonction du producteur de ces archives et qui illustrent finalement deux points. Le premier point, c'est à la fois la synonymie au sein des archives. Et je prends un exemple particulièrement parlant, c'est les diapos suivantes, c'est la 5e esquisse du projet de loi de 1979, où on voit différents champs lexicaux. Alors, le résultat final, la loi de 1979, les champs lexicaux sont moins diversifiés, mais on voit finalement que on a dans ce même projet de loi, cette esquisse de 74, on va parler de produits ou reçus, appartenant, propriété, détenteur, résultant de l'activité de, appartenant, émane, etc. On va avoir l'idée de transmettre, transférer. Alors, je ne dis pas que tous sont parfaitement synonymes. Il y a des nuances, évidemment, à chaque fois. On va voir transférer, remettre, confier, déposer, céder, etc., etc. Juste pour montrer le foisonnement et la richesse de ce lexique, au risque, justement, aussi de l'ambivalence et de l'ambiguïté au sein même d'un même texte de loi. Et puis, dernier point, c'est en fait la polysémie. Alors, la polysémie, la plus connue, c'est... il m'a spoilé ma dernière diapo, mais c'est pas grave. C'était déjà pour parler du mot archive, où évidemment la fameuse minuscule, la fameuse majuscule, le document ou bien le service, mais le mot archive n'a pas le monopole de la polysémie. Il y a aussi, quand on lit par exemple cette 5e esquisse du projet de loi de 70, qui date de 74, cette esquisse, on voit aussi avec le mot dépôt, la polysémie du mot dépôt, qui renvoie à la fois au bâtiment, qui renvoie au service, qui renvoie à l'action de déposer. Et que dans cette même esquisse, quand on prend toutes les occurrences du mot dépôt, on voit bien l'ambiguïté et la polysémie de ce vocabulaire. Je passe tout de suite la parole à Jonathan qui va regarder du côté maintenant des historiens. Merci. Alors, pour appréhender le vocabulaire des archives chez les historiens, j'ai regardé aussi du côté de ces instruments de travail que sont les glossaires, les lexiques. L'historien Jean-Luc Chappé, dans son ouvrage « Ordre et désordre biographique, dictionnaire, liste de noms, réputation des Lumières à Wikipédia », montre finalement que l'un des uels qui a été utilisé le plus couramment par les historiens, c'était le dictionnaire historique. Mais pendant très longtemps, ce dictionnaire historique était avant tout un dictionnaire biographique, prosopographique, et il faut attendre finalement le XXe siècle pour qu'on ait des dictionnaires aussi épistémologiques. Mais souvent, ces dictionnaires épistémologiques ne renvoient pas forcément à notre lien avec le document, la matérialité des sources. Et en fait, il faut attendre le XXe siècle pour voir un certain nombre de glossaires, et le XXIe surtout, qui se consacrent à cette question. Alors il y a eu un projet inachevé, celui qui s'appelle Vocabulaire historique, qui a été mené par Henri Baire dans les années 20. Alors il reste des archives de ce projet inachevé à l'IMEC, et il devait y avoir notamment des articles de Marc Bloch, de Lucien Febvre, mais on était encore dans une dimension très épistémologique là aussi, et on parle très peu du geste, finalement, ce qui nous intéresse aussi ici. Et puis au XXIe
XXe siècle, eh bien, on a quelques outils intéressants. Le petit ouvrage de Nicolas Offenstadt, mais très bien fait, les mots de l'historien, le vocabulaire de l'histoire, qui a là un gros dictionnaire d'Yves Tissier, ou encore le récent dictionnaire de l'historien dirigé par Claude Gauvard et Jean-François Sirinelli. On peut citer aussi historiographie de François Doss, Christian Delacroix, Patrick Garcia et Nicolas Offenstadt, qui revient aussi sur ces questions. Et puis un séminaire qui a eu lieu en 2008 à l'Institut d'Histoire de France en Allemagne, qui s'intitulait les mots de l'histoire, et qui se voulait dans le prolongement du projet d'Henri Bert, justement. Et on remarque finalement que dans tous ces lexiques, ces glossaires, eh bien, ce sont souvent les mêmes termes qui reviennent. L'archive au singulier, les archives, on en parlait avec la minuscule, les archives avec la majuscule, les sources. Et on parle très peu finalement du document, et ceux qui se sont en tout cas emparés de ces questions-là, ce sont avant tout les philosophes qui s'inscrivent dans la philosophie critique de l'histoire, Michel de Certeau, Paul Ricoeur, mais cette dimension en tout cas presque kinesthésique du document a été très peu développée, à part par Arlette Farge bien sûr dans son ouvrage, le goût de l'archive, mais là aussi on peut noter l'archive foucaldienne, là aussi ça peut nous interroger. Mais on peut se demander pourquoi on observe une telle frilosité parmi les historiens à diffuser au plus grand nombre leur jargon, qui est indissociablement lié pourtant à leurs matériaux de travail, les documents d'archives. Alors pour répondre à cette interrogation, on peut donner une série d'hypothèses. Comme beaucoup de scientifiques, ils se sont au départ repliés dans leur tour d'ivoire. Ils n'ont pas voulu engager un dialogue avec le reste de la population. Et puis la méthodologie du travail sur archives, elle s'est voulue très empirique. On apprend finalement le métier d'historien sur le tas, en allant directement aux archives et par une transmission de connaissances qui se fait de maître à disciple. Mais il n'y a pas vraiment de manuel, il n'y a pas vraiment d'instruments pendant très longtemps par rapport à ces questions-là. Et donc on s'est demandé, mais finalement un étudiant de master aujourd'hui, qu'est-ce qu'il découvre en allant aux archives, et voilà, à quel problème il peut être confronté, notamment si on regarde un peu ces verbes que l'on trouve dans le vocabulaire des archives. Alors, Yann Potin, dans un article du dictionnaire de l'historien, le note, on dit tout d'abord, parmi les historiens, on se rend aux archives. Mais de quelles archives parle-t-on finalement? Est-ce qu'on parle des fonds d'archives? Est-ce qu'on parle des lieux d'archives? Et là, ça pose question, parce que si on parle des lieux d'archives, on sait bien que les archives courantes, intermédiaires, on peut aussi les exploiter dans une recherche, et donc on peut aller directement chez le producteur, et puis les archives privées aussi sommeillent dans les greniers de maisons familiales. Donc cette expression est très ambiguë. On n'est pas les seuls à avoir comme le montrait Antoine, des expressions ambiguës. Si on prend par exemple le terme de publier aussi, qui est intéressant là plutôt pour les archivistes, mais publier un inventaire, au départ ça renvoyait bien sûr à l'imprimerie. Aujourd'hui, publier un inventaire, c'est mettre en ligne un document PDF. Donc on voit quand même que toute l'ambiguïté de ces expressions. Puis ensuite, notre étudiant, on va lui dire, il va falloir travailler sur des archives. Mais qu'est-ce que ça veut dire là aussi, travailler sur des archives? Parce que le travail sur archives est très différent selon le service d'archives. Il peut avoir exceptionnellement accès directement aux archives dans les magasins. Ça peut se faire avec une autorisation. Et puis sinon, dans certains services d'archives, il va avoir énormément de mal finalement à avoir un contact avec ces dernières, parce que les photographies sont interdites, parce qu'il va devoir utiliser des gants, parce que les horaires d'ouverture et de levée du service d'archives conditionnent aussi son rythme de travail. Mais le terme même de travail, là aussi, peut nous interpeller, finalement, parce que le travail renvoie à un labeur, à un effort, finalement. Mais on l'a vu avec Proust, c'est vrai qu'il y a aussi une dimension presque un peu onirique. C'est un voyage d'aller dans un service d'archives, et la passion l'emporte sur le travail. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nombre de chercheurs vont aux archives, travaillent sur archives,
durant leur période de vacances. Hein. Donc là aussi, on peut se questionner sur ça, et on n'a pas de termes comme les sociologues qui parlent d'enquête, par exemple, qui soient à peu près équivalents en histoire. Et je tenais aussi à souligner que ce terme de travail sur archives, même quand on a rédigé le manuel, il ne fait pas forcément consensus aussi parmi les historiens. Hein. Donc c'est quelque chose qui est assez complexe. Et puis on va lui dire aussi, il va falloir maintenant dépouiller des archives. Alors même le verbe de dépouiller, là aussi on a l'impression qu'on s'approprie quelque chose, un objet, hein, qu'on vole quelqu'un finalement. C'est quand même très étrange hein, aussi ce vocabulaire. Et là aussi on s'est dit, mais aujourd'hui, quand est-ce que commence le dépouillement des archives? Quand est-ce qu'il se termine? Est-ce qu'il commence lors de la consultation des archives? Ou est-ce qu'il commence après justement cette consultation, lorsqu'on a pris des photos de ces dernières et qu'on passe en revue finalement ces photos et qu'on commence à analyser véritablement ce qu'on a photographié. Hein, donc on n'a pas vraiment de réponse à cela, en tout cas, ça reste encore flou. Mais on voit que cette expression dépouiller des archives est concurrencée par une autre expression aujourd'hui, extraire des données qui est renvoyée au départ plutôt à des données numériques, mais on trouve aussi cette expression aussi pour des documents physiques. Hein. Donc là on voit qu'il peut y avoir une sorte de confusion, et je l'ai vu notamment chez un étudiant de master qui était en STAPS et qui souhaitait faire ensuite des études d'histoire. Et dans son rapport de stage, il travaillait sur un club de sport, et dans son rapport, je ne voyais pas du tout la différence entre le travail sur archives dans le service d'archives et puis le travail sur archives à distance depuis son ordinateur. Donc là, on voit très bien aussi que ça crée aussi un certain souci à ce niveau-là. Donc par la complexité de toutes ces expressions et cette révolution numérique montre aussi que de plus en plus le document d'archives est de plus en plus esselé finalement. Les historiens, notamment lorsqu'ils travaillent sur des archives à distance qui ont été numérisées ou certaines qui sont numériques, ne s'occupent plus forcément de savoir si ce document d'archive appartient à un fond, à une série. Donc on voit qu'avec la disparition peut-être du lieu d'archive, disparaît aussi le fond d'archive. Donc c'est ça qui est aussi dérangeant. On en vient maintenant à la conclusion. Je te laisse. Oui. Juste très rapidement, juste 30 secondes de conclusion pour dire que on vient de voir le vocabulaire des archives du côté du droit et en filigrane des archivistes, du côté des historiens. Peut-être 30 secondes pour dire que ni les juristes, ni les historiens, ni les archivistes n'ont le monopole des archives, et que du côté des autres sciences sociales, on a également du travail sur archives. Quand bien même on n'emploie pas le mot de travail sur archives, quand bien même le travail sur archives n'est pas vu et considéré comme une technique d'enquête en sociologie, en sciences politiques, pour parler des disciplines que je connais plus particulièrement, on va employer d'autres mots quand on s'amuse à regarder par exemple un guide de l'enquête du terrain de Stéphane Beau et Florence Weber qui fait un peu autorité en sociologie. On ne va pas trouver le mot d'archive, quand bien même il y a une ou deux occurrences, mais on va trouver recueil de données ethnographiques, etc., mais qui in fine finalement renvoie aux mêmes pratiques du travail sur archives. En sciences politiques, on va plutôt trouver les notions de littérature grise, de sources de seconde main, etc., de sources de première main, pardon, mais qui du coup renvoie en fait à ce travail sur archives, quand bien même il n'est pas labellisé comme tel. Merci beaucoup de votre attention. Merci.